Bonjour, donc je suis Sandrine Ancar, je suis chargée de projet à Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Donc du coup, je suis là sur l'invitation de Charlène et Laure, que j'ai rencontré pour préparer un peu cette intervention. Donc l'intervention va porter plutôt sur certains leviers, pas tous, parce qu'en 30 minutes, il faut se frustrer, mais certains leviers d'intervention et aussi un petit peu la question de la place de la peur dans les stratégies d'intervention. Moi, je suis chargée de projet à Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, qui anciennement s'appelait IREPS Nouvelle-Aquitaine, qui anciennement s'appelait CRES-CRIPS Nouvelle-Aquitaine, qui anciennement s'appelait CRES. Enfin bon, bref, on peut remonter comme ça, puisque en Gironde, on est un des premiers comités français d'éducation pour la santé, on remonte à 46. Alors, je ne suis pas là depuis 46, je tiens quand même à le préciser. Promotion Santé, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, nous faisons partie, donc c'est une association, nous faisons partie d'une fédération nationale, la fédération, alors avant c'était la FNES, maintenant c'est la fédération Promotion Santé. Nous sommes implantés dans toutes les régions métropolitaines et outre-marines également, et nous avons des missions à peu près similaires. En Nouvelle-Aquitaine, nous sommes implantés sur les 12 départements, puisque nous avons une antenne physique dans chacun des départements de Nouvelle-Aquitaine. Alors les missions un petit peu socles des promotions santé Nouvelle-Aquitaine, ça va être beaucoup d'être en soutien aux opérateurs des territoires. Donc nous, en Nouvelle-Aquitaine, on est en soutien aux opérateurs néo-aquitains. Le périmètre des acteurs va dépendre un petit peu des financements des tutelles. En Nouvelle-Aquitaine, pour le moment, nous accompagnons l'ensemble des personnes professionnelles, bénévoles, structures, qui mène une action qui va impacter la santé. Quand on parle d'action qui va impacter la santé, c'est très très large, puisque nous avons une vision dite écologique de la santé, c'est-à-dire par les déterminants de la santé. Donc on va aussi bien accompagner, travailler sur des projets qui vont être sur l'alimentation, l'addiction, les habitudes de vie, que sur les questions d'aménagement, d'urbanisme par exemple. Donc c'est un petit peu large. On va aussi bien intervenir auprès de la petite enfance qu'auprès des seniors, en passant par les ados, les professionnels relais. Notre expertise, en fait, à Promotion Santé, elle n'est pas tant sur les sujets et les populations, elle est plutôt sur les stratégies d'intervention, sur les manières de faire. C'est un petit peu notre spécificité. Et du coup, dans ce que l'on va développer pour accompagner les acteurs, on va avoir ce qu'on appelle des accompagnements méthodologiques et pédagogiques. Donc on va accompagner les opérateurs néo-aquitains sur la mise en place d'un programme, l'animation d'une séance, faire une action, c'est très très variable, pourquoi pas monter une formation, donc sur les questions d'ingénierie pédagogique, d'ingénierie de formation, d'ingénierie méthodologique, un petit peu à la demande, c'est-à-dire ça va être, est-ce que c'est plutôt un coup de pouce? Parce que parfois on a une idée, mais on ne sait pas comment s'y prendre, on est bloqué, parce qu'on a la tête dans le guidon, et des fois ça peut être juste une petite mise en recul, une mise en perspective qui permet de débloquer des situations. Ça peut être aussi d'échanger, de présenter un petit peu, en fonction des enjeux, quelles sont les stratégies maintenant un petit peu validées, reconnues, la question des données probantes. Je ne parlerai pas des actions probantes. La question un petit peu des données probantes sur lesquelles on peut s'appuyer, qui ont montré un petit peu les leviers d'action pertinents. Ça va être aussi sur l'évaluation, sur la gouvernance. C'est très très variable en fait dans ce qui peut être fait. Et l'animation, ça peut être les objectifs pédagogiques, les leviers éducatifs sur lesquels on peut s'appuyer, etc. etc. quoi. Donc ça peut être aussi bien avec un collectif d'habitants qu'avec des professionnels et des bénévoles, des élus. C'est très très vaste. C'est toute personne qui à un moment mène une action. On a également de l'accompagnement documentaire, puisque nous avons des centres de ressources pédagogiques et documentaires où vous pouvez venir emprunter des ouvrages et des outils pédagogiques qui sont animés par des collègues documentalistes. Et elles peuvent également vous faire un accompagnement documentaire quand vous recherchez un petit peu de la donnée. Elles ne vous feront pas une bibliographie universitaire, mais en tout cas, elles peuvent vous aider un petit peu à débroussailler, à trouver des ressources pour vous aider à mieux cerner un sujet, puisque c'est un des enjeux aussi de la qualité des actions, que de comment on cerne son sujet, sur quoi on s'appuie pour construire nos actions. Donc les outils pédagogiques sont empruntables également. Donc nous, à Bordeaux, alors je sais que vous êtes de différents départements, régions, donc je vous renvoie sur le site de la Fédération Promotion Santé pour retrouver toutes les adresses dans les autres départements. Autrement, vous faites Promotion Santé et le nom de votre région, et vous allez tomber sur les collègues. C'est quand même plus simple. Nous, sur Bordeaux, nous sommes sur les quais, à côté du Conservatoire de musique, au niveau du château d'Escas.
le château un peu rococo qui est caché actuellement par les travaux. Voilà, on est là. Donc les prêts sont gratuits en Nouvelle-Aquitaine, et ce sont des prêts qui sont limités à 15 jours à peu près. Quoi vous dire? Donc sur Promotion Santé, nous faisons également des formations, puisque nous sommes un organisme agréé Calliope. Donc on a des formations, on intervient parfois sur de la formation initiale dans la fac. Par exemple, j'ai des collègues qui interviennent en proms, en M1 et M2 de santé publique, notamment promotion de la santé. Moi, j'interviens aussi à STAPS, en orthophonie, etc. Donc on intervient en formation initiale auprès des instituts de formation. Et puis, on fait beaucoup de formations continues. Certaines sont financées par l'ARS, c'est-à-dire les frais pédagogiques sont financés par l'ARS en fonction de leurs besoins. Donc là, actuellement, dans les formations dites gratuites, donc qui sont réservées aux acteurs du territoire, en tant qu'étudiant, si vous en tant qu'étudiant, ne serez pas prioritaire. Puisque l'idée, c'est pour les acteurs qui mènent des actions. Et si vous êtes membre d'une asso ou professionnel, il n'y a pas de souci. Donc là, actuellement, dans les formations dites gratuites, on a sur l'animation de groupe, méthodologie de projet, la littératie en santé, les données probantes, l'utilisation des données probantes en promotion de la santé. Et puis, on va avoir des formations catalogues. Donc là, du coup, elles sont ouvertes et les gens s'inscrivent, qui peuvent être sur la bientraitance, entretien motivationnel, compétences psychosociales et droit d'agir des personnes précaires. Là, on est en train d'en monter une sur les éco-émotions, pardon, j'allais dire les auto-émotions. Sur l'éco-émotion, par exemple, on a sur les médias. Et puis, on peut faire des formations un petit peu à la demande par service. Donc là, ça marche pas mal aussi avec tout ce qui est médico-social ou hospitalier, sur l'entretien motivationnel, la question des postures, la bientraitance, notamment, puisque c'est beaucoup des choses qui sont demandées en ce moment, quoi. Et nous faisons également la formation certifiante 40 heures pour l'éducation thérapeutique du patient. Je ne sais pas si du coup certaines l'ont peut-être fait ou peut-être l'ont. Voilà, puisque du coup, pour animer des ateliers d'ETP, il faut avoir fait les 40 heures. Voilà un petit peu. Et puis là, en ce moment, on est en train de développer avec Etna, qui est une plateforme d'éducation thérapeutique, qui coordonne un petit peu l'ETP en Nouvelle-Aquitaine, des formations autour du partenariat professionnel et patient expert, qui est des choses qui sont enfin en train d'émerger. Après, on va également avoir des actions que l'on va mener. Alors, on n'est pas beaucoup financé pour intervenir directement auprès des publics. Les actions qui vont être financées sont plutôt des actions dites complexes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir différents leviers d'intervention, différents niveaux d'intervention. Et à chaque fois, dans nos actions, l'idée, c'est d'être dans du transfert de compétences. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on n'intervient pas directement auprès des publics, on intervient auprès d'acteurs relais, des animateurs, des enseignants, des médecins, enfin peu importe, des animateurs de santé publique, peu importe, de façon à transférer une compétence pour après mettre en place des programmes, et notamment plutôt des programmes éducatifs, mais à chaque fois en prenant en compte la question de l'environnement, puisque les approches purement comportementales ont montré leurs limites et notamment leur impact en termes d'inégalité sociale et territoriale de santé. Je ne vais pas développer. Après, dans les accompagnements, ce que l'on fait, on accompagne également les collectivités territoriales et les politiques publiques. Donc, par exemple, on va accompagner la mise en place des PAT, des plans alimentaires de territoire, quand ils nous le demandent. On accompagne de manière systématique les CLS, donc les contrats locaux de santé, et les CLSM, les conseils locaux de santé mentale. Quand on dit qu'on les accompagne, normalement, on est en appui auprès du coordo ou de la coordinatrice, donc plutôt sur des questions d'animation territoriale, d'ingénierie de projet, d'animation, d'élaboration et de suivi du plan d'action. Mais par ce biais-là, on peut être aussi en appui pour l'élaboration des fiches actions. Quoi vous dire d'autre sur l'accompagnement? Ah oui, et puis du coup, c'est un gros enjeu au niveau de la région. On accompagne également le déploiement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des EIS, voilà, des évaluations d'impact sur la santé. Jusqu'à présent, donc sur l'ancien PRSE, c'était sur tout type de projet d'aménagement et d'urbanisme en fonction des enjeux pour la collectivité territoriale. Sur le nouveau PRSE qui a commencé il y a 2 mois, 3 mois, enfin, qui a été signé là cette année, on a recentré sur les écoles. Et donc nous, tout l'enjeu, ça va être d'accompagner les collectivités et du coup les écoles à essayer de comprendre, de cerner quels sont les enjeux qui peuvent être liés à la construction, rénovation ou aménagement d'une école.
Alors ça peut être, enfin, on essaie vite de se rester trop centré sur la qualité énergétique d'un bâtiment, parce que ça c'est extrêmement normé, mais on va quand même interroger la question de l'ergonomie, de comment on vit dans les espaces, les conflits d'usage, les mixités sociales, la continuité éducative, le rapport à la nature, puisque du coup il y a une grosse démarche sur les cours dites oasis, qui ne s'appellent plus comme ça, mais la végétalisation, avec des financements qui viennent. Voilà, ça c'est les aléas aussi de la politique publique et des financements publics, quoi. Voilà très rapidement un petit peu. Et en santé environnementale, donc on a différentes actions depuis quelques années. On travaille avec notamment le GREN de Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si ça vous parle, le GREN, hein, qui est un réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement. Et donc du coup, là, sur les derniers projets que l'on a mis en place, c'était notamment sur favoriser la mobilisation des acteurs sur les enjeux Une Seule Santé et sur les actions Une Seule Santé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des webinaires que vous pouvez retrouver, il y en a eu 4, puisque déjà c'est de quoi ça parle quand on parle d'une seule santé, puisque c'est un nouveau terme très à la mode. Des fois ça fait bien de le mettre pour avoir des financements, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'une action santé environnementale est une action une seule santé, par exemple? Je n'en débattrai pas ici. A priori, il y en a qui ne sont pas forcément d'accord avec cette affirmation-là. Qu'est-ce que cela veut dire, comment on travaille, comment on apprend à travailler aussi avec les autres, par exemple la santé humaine. On n'a pas l'habitude, on en discutait tout à l'heure avec, je ne sais plus votre prénom, on n'a pas dit, Élie, avec Élie sur, oui, comment on travaille quand on bosse sur la santé humaine avec les acteurs de la santé animale, par exemple. On va peut-être plus facilement travailler avec les acteurs de l'environnement, notamment parce qu'il y a eu l'entrée santé environnementale, mais avec les acteurs de la santé animale, c'est pas si simple que ça. Et quand on parle de zoonose, on a plutôt tendance à être quand même très ethnocentré et de se dire, les zoonoses, c'est un danger pour la santé humaine, quoi. Il n'est pas forcément de réfléchir sur comment réfléchir aussi à la santé des insectes. Voilà. Là, je travaille pas mal avec le parc naturel régional médocain. Et à un moment, on travaillait sur la santé, Une Seule Santé. Et, la question des champignons est sortie, j'ai été sidérée. Je ne pensais pas que les champignons avait une telle importance sur la santé tout court. Voilà, donc depuis, je vois différemment les champignons. Voilà un peu rapidement sur promotion santé qui nous sommes. Et donc moi, je suis chargée de projet depuis maintenant un petit moment, 99. J'ai commencé par le sida, avec les emplois jeunes, et puis après, l'alimentation, les addictions, la santé environnementale, l'urbanisme. Enfin, voilà, on bouge un petit peu sur tout ça, quoi. Et puis de plus en plus, je m'éloigne des approches éducatives pour aller plutôt sur l'accompagnement des collectivités, puis agir sur les environnements, notamment les environnements politiques. Alors pour commencer, ce que je voulais vous proposer, c'était de commencer avec une citation de François Gemène. Alors personnellement, je ne connaissais pas ce monsieur, mais un jour dans ma voiture, j'écoute un podcast qui était du coup le TED en français sur Climat, la peur ne marche plus. Et quand il a annoncé sa conférence sur son compte LinkedIn, il disait « J'ai longtemps pensé qu'un... attendez, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. J'ai longtemps pensé qu'un grand obstacle à la transition, c'était le fait que tout le monde n'avait pas encore pris conscience de l'ampleur et de la gravité des atteintes à l'environnement, et qu'il fallait donc alerter sans relâche sur la gravité et l'urgence des problèmes. Avec le recul, pourtant, je pense sincèrement que ça ne sert à rien. » Alors, j'ai trouvé ça intéressant, du coup, comme affirmation. Donc, ça date de janvier 2025. La conférence était de juillet 2024. Parce qu'en promotion de la santé, ça fait un certain temps déjà que l'on dit que, attention, la question de l'usage de la peur, de l'émotion, c'est pas forcément un levier très intéressant, que c'est pas si efficace que ça et qu'il peut y avoir des effets contraires assez importants. C'est un débat aussi que j'avais pu voir au début. On a travaillé sur la santé environnementale. On avait participé à des assises de la santé environnementale, de l'éducation à l'environnement, développement durable, et où il y avait vraiment deux clans dans l'amphi. Il y avait ceux qui étaient plutôt du côté éducatif, qui disaient attention au message de la peur, et puis ceux qui étaient plutôt du côté de la protection et la défense de l'environnement, qui disaient mais il y a urgence, quoi. Il y a urgence, c'est la cata, ça brûle, on est en train de tout détruire, on ne peut pas prendre le temps de ne pas faire peur aux gens, quoi. Et donc déjà, il y avait ce débat-là.
Donc là, vous avez les deux références, vous pourrez écouter ce qu'il dit, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que il y a une mise à distance. Quand on est sur les messages un petit peu alarmistes, les gens ils pensent que c'est pas forcément pour eux l'impact, mais ça va être pour d'autres, que c'est à eux de faire des efforts. Dans le temps, c'est loin, et donc du coup, c'est compliqué aussi de se projeter et de se sentir concerné. C'est fou, mais ça ne va pas descendre. Il y avait une télécommande tout à l'heure. Elle est là. Peut-être qu'avec la télécommande, ça va marcher. Ben non, ça marche à mon écran, mais... moi je le dis, il y a que les Macs qui marchent. Voilà. Je ne touche plus à rien. Alors, c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est quelques éléments. Mais en tout cas, pourquoi finalement les approches par la peur ne fonctionnent-elles pas? Quels sont les mécanismes mentaux, psychologiques, qui font échouer un petit peu ces approches? Alors, il y a des choses que l'on a revues, notamment lors de la Covid, hein, qui a remis en avant, vous savez, que ce langage très guerrier, qui était très alarmiste, hein, qu'il y a eu pour la Covid. Et donc, du coup, un des mécanismes que l'on a qui est identifié, c'est ce qu'on appelle la réactance psychologique à la défense de l'autonomie. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a l'impression que notre liberté ou que notre autonomie est menacée, eh bien, on va lutter finalement pour restaurer cette liberté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la Covid, il y avait eu cet exemple d'un couple d'amoureux. Il y en avait un qui était écossais, l'autre qui était anglaise ou irlandais, anglais, enfin je ne sais plus trop quoi. Et ils devaient se marier, sauf que, paf, confinement, ils ne pouvaient plus sortir. Bon, bah, c'est pas grave, hein, il a pris un bateau, il a traversé l'eau pour aller retrouver sa dulcinée, quoi. De même que, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était pas si longtemps que ça quand même, la Covid, pendant le confinement, il y avait plein de sorties un petit peu secrètes, dans des boîtes, mais du coup un petit peu en catimini, où du coup il y avait des fêtes qui se faisaient, voilà. C'est-à-dire qu'on luttait pour retrouver une certaine autonomie et liberté face à des messages qui étaient plutôt anxiogènes, quoi. Donc ce que l'on voit, c'est que les appels à la peur, ils vont plutôt déclencher des réponses qui vont être défensives ou de réactance par rapport à la pression, et notamment quand c'est couplé avec des messages dont on doute de l'efficacité. Donc on l'a vu avec les masques, avec le confinement, du coup il y avait quand même pas mal de débats sur efficace, pas efficace, quoi. Et les messages sur la peur, c'est souvent des choses qui questionnent la question de est-ce que derrière les réponses présentent une efficacité qu'on considère comme forte. Ce que l'étude, notamment celle de Tannenbaum en 2015, a montré, c'est que les réponses défensives, elles augmentent de 40 à 60% lorsque les appels à la peur manquent d'instructions claires. C'est-à-dire, plus un message fait appel à la peur et peu clair dans des solutions pour en sortir, et plus les réponses défensives augmentent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu alors ça n'avait rien à voir avec santé environnementale, hein, mais il y avait eu cette campagne sur le tabac qui était... alors ça avait fait un barouf pas possible, hein. En fait, il y avait deux versions. Il y avait une version, c'était ça à l'hôpital, c'était des chambres vides, on avait juste une voix off, et puis il y avait soit une voix d'homme, soit une voix de femme. La voix de femme parlait à ses enfants, la voix d'homme parlait à sa compagne, qui disait « je suis désolée, je n'ai pas réussi ». Enfin bon, bref, on comprend que la personne est décédée, qu'elle s'excuse auprès de la personne survivante. Et on voit en fait des personnes qui nettoient la chambre, et le message c'était le tabattu, quoi. Et donc le raccourci était cancer, cigarette. Et là, ça a fait un scandale assez fort au niveau de la communauté bénévole et professionnelle de la promotion de la santé en disant « mais c'est extrêmement stigmatisant, comment est-ce que vous pouvez dire ça ?» alors qu'en fait, il n'y a rien qui le montre. Et du coup, une réaction très forte d'opposition à cette campagne de prévention, avec une implication et une mobilisation forte pour faire du plaidoyer en faveur d'un message plus positif. Ça, je ne sais pas si ça vous dit, ces campagnes, voilà, qui étaient quand même chargées en émotion, quoi, hein. Même si j'y croyais pas, moi j'avais une petite larme à la fin quand même.
Et puis, ce que l'on va voir, c'est que cette question de la réactance, elle va être plus forte chez les populations qui ont un besoin élevé d'autonomie et une faible anxiété liée à la santé. Là, il me manque la fin de la phrase. Donc là, voilà, c'est-à-dire que ceux qui finalement se sentent moins concernés par les risques de santé, alors qu'ils sont exposés de la même manière, vont avoir des effets de réactance plus importants, puisque du coup, ils vont considérer qu'on va venir priver leur autonomie, leur liberté, alors qu'ils ne considèrent pas le risque aussi fort que ça. Ça a bougé ? Oui. Ensuite, il y a un autre mécanisme qui est maintenant bien connu, hein, puisque ça date quand même de l'après-guerre, mais qui a été réinterrogé, c'est la question de la dissonance cognitive. Alors, je ne sais pas si c'est des choses dont on vous a parlé, la dissonance cognitive, les extraterrestres, etc. Enfin, je vous invite à lire l'expérience de départ. Hein. Mais en tout cas, la dissonance cognitive, c'est lorsque un message est basé sur la peur et quand il entre en conflit avec un système de croyances, des modes de vie ou des comportements que l'on a, on va du coup résoudre la dissonance cognitive par un rejet du message, plutôt que par un changement de comportement. Par exemple, ça vous est peut-être arrivé en tant qu'étudiant, moi ça m'est arrivé quand j'étais à la fac, il y a un intervenant qui passe, qui parle, on dit il est brillant, c'est hyper intéressant, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas été sur le terrain quand même. Hein. Parce que finalement, ce qu'il nous présente en termes d'approche, en termes de posture, peut-être que ça ne correspond pas à ce qu'on a pu voir sur un stage ou par une pratique professionnelle. Ça vous arrive peut-être aussi, vous savez que vous discutez avec quelqu'un et vous dites, mais c'est incroyable, il ne comprend pas, quoi. Mais il est stupide ou il est stupide hein. C'est pas qu'il est stupide, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on apporte est trop divergent par rapport à son propre système de croyance et que plus l'écart est grand, et moins, du coup, on va réussir à trouver un terrain d'entente. Donc ça, les messages basés sur la peur et l'émotion, elles vont vraiment agir sur une dissonance importante. Et ce que l'on voit, c'est qu'il va y avoir des mécanismes défensifs qui vont se mettre en place. L'évitement, c'est trop effrayant, donc je préfère ne pas y penser. Le déni, je ne suis pas à risque, ça ne m'arrivera pas. Ça, on avait vu le cas au début de l'épidémie du sida, où les personnes étaient bien informées, mais par contre, l'épidémie continuait à se développer, notamment chez les hétérosexuels, quoi. Et quand des anthropologues, des sociologues ont été faire un petit peu une étude de terrain pour comprendre pourquoi les campagnes ne fonctionnaient pas, les personnes disaient moi je suis une femme blanche, d'un niveau moyen, je ne me pique pas, certes j'ai plusieurs partenaires, mais ils sont propres, quoi. Ils sont clean, donc je ne risque rien. Voilà, on est du coup sur une reconstruction, quoi. Après, par ailleurs, la mécanisme, ils essayent de me manipuler. Donc c'est aussi une manière de décrédibiliser un discours. On l'a beaucoup vu avec la Covid, avec les vaccins, où du coup on peut avoir... Et là, c'est compliqué de discuter. Et puis, il va y avoir la contre-argumentation, c'est-à-dire de trouver des raisons pour lesquelles la menace ne peut pas s'appliquer. Et cette contre-argumentation, elle n'est pas toujours logique. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, mais c'est fou, quoi. Un exemple qui est facile comme exemple, hein, c'était, je pense que dans la salle, il y en a qui ont vécu les premières élections Chirac-Le Pen, hein, où du coup, ce que l'on appelle le peuple de gauche s'est retrouvé sans candidat. Alors à tort, à raison, on n'est pas là pour en discuter. Mais en tout cas, il s'est retrouvé sans candidat. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Hein. Ne pas voter, voter à droite ou voter à droite-droite, quoi. Et donc, c'est comment... Là, on est face à un mécanisme de distance cognitive, hein, c'est-à-dire j'ai une situation qui est vraiment à l'écart de ce que je peux vivre, penser, croire, etc. Mais je dois voter. Donc, comment je rationalise un vote pour Chirac ou pour Le Pen? Et je ne sais pas si vous vous rappelez quand même les discours autour de Chirac. Un type qui boit de la Corona, c'est un bon gars, quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Hein. Chirac, il boit de la Corona, il mange la tête de veau le dimanche. C'est un mec du peuple, hein. Et puis, il a une manière de flatter la croupe des vaches, quand même. Hein. On voit que c'est un bon gars. Voilà, c'est-à-dire que du coup, pour rationaliser un vote, on va se raccrocher à des éléments qui vont nous le rendre soutenable. Donc ça c'est important. Et du coup, en 2014, hein, une étude avait montré que les fumeurs quotidiens, ils font peu attention finalement aux informations anti-tabac, qui sont basées sur la haute menace, contrairement aux informations qui vont être à plus faible menace, en tension de menace, quoi. Donc toutes les campagnes de tabac, par exemple, vous savez, il y a eu une série où on voyait
une femme qui avait un trou, qui parlait, enfin, qui était très chargée en émotions et en risques, finalement, pour les personnes qui étaient les plus concernées, ça ne fonctionnait pas. Et puis, parce que du coup, les sciences augmentent, mais les neurosciences aussi, avec la neuroimagerie, ils se sont un petit peu questionnés là-dessus. Et puis, alors là, je vais dire des mots, mais moi, mon niveau de bio, il date de la 3e, il était une fois la vie. Donc, voilà. Mais en gros, ce qu'ils ont pu constater, c'est que les appels à la peur, ils vont activer plutôt l'amygdale. L'amygdale ou l'amygdale? L'amygdale qui va déclencher plutôt des réponses de fuite ou de combat. Et donc, du coup, qui vont pouvoir altérer des prises de décision rationnelles. Les études aussi d'IRMF démontrent que les messages menaçants, ils vont activer les réseaux cérébraux qui vont être associés à la détection de menaces, plutôt qu'à tout ce qui va être de l'ordre de la planification et des changements de comportement. Donc, du coup, si vous êtes dans une approche basée sur les modèles théoriques de la planification, de changement de comportement, et qu'en même temps, vous utilisez le message pour la peur, autant vous dire que vous êtes en contradiction totale avec ce que vous voulez faire, quoi. Et puis, une université en 2024 a identifié, alors après, il disait une nouvelle voie neuronale, ça me dépasse, mais entre le cortex préfrontal et l'amygdale, qui régule l'intensité de la peur, et que cette recherche montre que la voie rapide de traitement de la peur, elle va contourner les centres de traitement rationnels, et que ça va expliquer aussi pourquoi les messages menaçants ne conduisent pas du tout à des décisions éclairées. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui vont expliquer, et encore actuellement, c'est-à-dire que, par exemple, si j'en reviens à la station de départ, la situation, elle est suffisamment anxiogène comme ça. Tous les jours, on est confronté aux dérèglements climatiques, aux catastrophes naturelles, aux maladies liées aux zoonoses, etc. Et donc, du coup, les messages, en plus, basés là-dessus, ne font que rajouter et ne sont pas efficaces du tout. Je sais qu'il y avait un poster, du coup, sur l'éco-anxiété. On n'est pas loin, quand même, en termes de convergence. Alors, il y a une étude en 2000 qui a identifié qu'il fallait 4 conditions fondamentales pour que les messages sur la peur puissent être efficaces. Il faut que la menace perçue, elle soit perçue comme élevée. Donc, du coup, c'est de dire que cela peut m'arriver à moi. Le problème en santé environnementale, c'est que généralement, on ne va pas être sur un lien direct. Ça peut arriver à n'importe qui. La pollution de l'air, alors certes, certains vont avoir des facteurs de fragilité, mais globalement, c'est n'importe qui peut être concerné, qui peut être touché, quoi. La question des pesticides, on est tous exposés, mais on ne va pas tous être impactés de la même manière, quoi. Il faut que les conséquences soient considérées comme graves, mais perçues véritablement, qu'on est convaincu de la gravité de la conséquence. Il faut que la solution qui soit recommandée, elle fonctionne véritablement. Ça a été un élément aussi important, et qu'elle soit réaliste et faisable. Voilà. Est-ce que je peux véritablement réaliser ce qu'on me dit? Par exemple, là ça me fait penser, là, je suis désolée parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de la Covid en tête, mais quand il y avait eu les campagnes sur les réponses pour briser un petit peu l'épidémie, machin, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était au moment de Noël, super, sur 6 à table. Voilà, je vois des personnes qui... voilà. Et il y avait des campagnes où on voyait papy-mamie à la cuisine, qui était un petit peu... mais c'était aussi quand on recommandait, si vous êtes positif, isolez-vous. Bon, il y avait des populations, quand elles, en fonction de leur mode d'habitation, pas possible de s'isoler. Il y a eu toute une problématique, et donc toute une campagne qui a été mise en place par rapport au squat, mais aussi par rapport aux gens du voyage. Comment je m'isole quand on vit à 5 dans une caravane? Est-ce que le fait de trouver un logement va être gratuit ou à ma charge? Donc, est-ce que la solution que l'on me propose est réalisable dans mon contexte de vie? C'est pour ça qu'il y a eu des actions de communication spécifiques, adaptées, pour des réponses plus réalistes, quoi. Et par exemple, nous, dans la campagne tout public, c'était 6 à table. Dans les campagnes plus ciblées, c'était 6 à table, si on peut. Ça change tout. Il faut avoir aussi confiance dans son auto-efficacité, c'est-à-dire de se dire « je suis capable de réussir à changer ». Si on ne se sent pas confiant et capable de changer, du coup, si la campagne ou les messages de peur ne renforcent pas ce sentiment qu'on est capable de faire les choses nécessaires, ça ne va pas forcément. Et puis sur « j'ai le pouvoir de contrôler ». Et puis enfin, c'est « est-ce que les ressources sont disponibles? Est-ce qu'il y a des accès pratiques aux moyens pour changer ?»
Par exemple, quand il y avait la Covid, on a distribué à un moment les masques, puisqu'il fallait mettre en place des gestes barrières. Bon, mais il y a une distribution large, mais c'est quand c'est la période de la grippe, la gastro et compagnie, hein, je ne sais pas s'il y a dedans qui sont infirmières scolaires. Voilà, c'est... pardon ? Ou en crèche. Après, en crèche, du coup, on va s'occuper des enfants, on va faire les gestes barrières, c'est moins eux qui vont le faire. Mais dans les écoles, la mise en place des gestes barrières, donc c'est une solution pour lutter contre l'épidémie et la diffusion du virus. Mais est-ce qu'on a les ressources disponibles sur place? Est-ce qu'on a les lavabos qui fonctionnent? Est-ce qu'on a du savon? Est-ce qu'on a de quoi se laver les mains? Ne serait-ce que ça, quoi. Et puis le soutien social et environnemental, hein, c'est du coup, est-ce que ça rentre dans la question de la norme? Je ne sais pas si on vous a parlé ce matin, la question de la norme sociale, de la participation, mais est-ce que du coup, si je me lave les mains, je ne vais pas me sentir ridicule? Est-ce que si je vais trier mes déchets, j'ai l'impression que du coup, il y en a d'autres qui le font et que je ne me sens pas seule pour le faire? Parce que du coup, il y a la question du soutien social et environnemental. Est-ce que j'ai des poubelles à disposition pour le faire? Un exemple, par exemple, dans les gens alors, c'est pas les gens du voyage, c'est plutôt les saisonniers, les routards, les gens qui vivent en van life, hein, dans les fourgons et dans les vannes, notamment les tivanes. Voilà, c'est très à la mode maintenant, les toilettes sèches, comme une réponse aussi écologique aux produits, aux toilettes chimiques. Ouais, ok. Donc ça, c'est plutôt accepté en termes de pratique. Enfin, ça commence à être bien accepté. Oui, mais comment concrètement je me débarrasse de ma poche? Donc voilà, il y en a beaucoup qui disent, c'est simple, hein, tu l'enterres. Oui, mais comment ils sont de plus en plus nombreux, enfin quand je dis on, comme ils sont de plus en plus nombreux à utiliser les toilettes sèches, hein, les sites où on peut enterrer commencent à être saturés. Et puis il y a des conditions quand même très spécifiques pour ne pas polluer la nappe phréatique qui arrive. Oui, c'est un peu technique, ouais. Et une solution, c'est soit on le met dans la poubelle, mais là du coup, il y en a qui disent, oui, mais c'est pas très écologique, et puis on va exposer les éboueurs à des risques si ma poubelle déchire. Hein. Et puis le compostage, parce qu'on peut le composter. Ouais, mais il faut des composteurs très spécifiques qui ont des hautes températures ou je ne sais pas quoi, ça devient un peu technique. Et on n'en trouve pas, ou très peu, des composteurs qui pourraient le faire. Donc vous voyez que là, les ressources techniques, soit on dit on enterre, mais on va avoir un impact négatif sur l'environnement, soit je voudrais bien le mettre en compostage, mais je ne peux pas le mettre dans un composteur classique. Elles ne sont pas disponibles. Et donc ce que l'étude de 2000 a montré, c'est que pour que les messages basés sur la peur fonctionnent, il faut que l'ensemble de ces 4 conditions soient réunies. Et autant vous dire que la plupart du temps, ces 4 conditions ne sont pas réunies. Il y avait une étude qui avait montré que, donc c'était une méta-analyse, hein, sur l'efficacité des campagnes basées sur la peur, qui montrait que 47% d'entre elles étaient efficaces, mais ça dépendait du public, c'était c'était par rapport à la vaccination. C'était juste l'intention de se vacciner qui était interrogée. Il n'y avait pas de regard sur, dans la durée, est-ce que ça passait à l'acte. Donc en fait, il y avait plein de biais cette étude-là, quoi. Donc en gros, oui, le message sur la peur va sur le coup vous dire « Ouh là là, oui, je vais me faire vacciner ». Et puis une fois que l'émotion est passée, on passe à autre chose, en fait. Donc voilà, il y a une étude de 2024 qui a montré un petit peu qu'il y avait des populations qui pouvaient être un peu plus sensibles aux campagnes sur la peur. A priori, plutôt les populations étudiantes contre les populations générales, ça peut être un peu plus sensible. Les populations asiatiques et non occidentales par rapport aux populations occidentales. Voilà, les populations américaines, occidentales vont être peut-être plus résistantes, ils vont bien moins réagir à un message sur la peur. Et puis surtout, ça va beaucoup dépendre du niveau d'anxiété à la base et du besoin des individus, d'autonomie des individus. Donc on voit bien qu'il y a quand même plein d'aléas qui font que ça fonctionne ou pas, quoi. Et puis surtout, ça va fonctionner d'autant mieux pour les populations privilégiées. Et ça va déclencher des réponses mal adaptées pour celles qui ont le plus besoin de changement. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que les publics les plus vulnérables vont être ceux qui auront le moins de ressources pour pouvoir faire face aux messages basés sur la peur, avec le sentiment de ne pas être efficace, de ne pas être concerné, de ne pas pouvoir. Et puis surtout, comme les 4 conditions ne sont presque jamais remplies,
notamment pour les populations vulnérables, eh bien, ça va aggraver les inégalités auprès des groupes vulnérables. Ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et il y avait un guide qui avait été fait il y a quelques années par Santé publique France, maintenant qui s'appelait à l'époque l'INPES, qui était un guide d'auto-évaluation sur la qualité des actions en promotion de la santé. On ne parlait pas encore de données probantes, mais ça interrogeait déjà l'efficacité. Et un des indicateurs à se poser, c'était « mais est-ce que mon action peut avoir des effets négatifs ?» C'est-à-dire que très souvent, on va se dire « je mène une action pour réduire des inégalités. Encore faut-il que j'ai des objectifs qui visent la réduction des inégalités. » Mais quand on mène une action, que ce soit en santé environnementale ou n'importe quel enjeu de santé, on se dit rarement que mon action va faire du mal, quoi. Et du coup, on ne se pose pas forcément la question. Là, le fait de se poser la question, ça permet de se dire mais comment ça va impacter les différentes populations et les différents groupes, et est-ce que les environnements dans lesquels on est va permettre la mise en pratique de comportements ou d'intentions que l'on peut discuter. Voilà un petit peu rapidement sur la question de la peur. Rapidement, je ne sais pas, parce que je n'ai pas l'heure avec moi. Ça fait déjà... J'ai déjà explosé, non? Donc, quand même, ce qu'il y a de bien, c'est que les études ont montré que les logiques d'empowerment sont quand même très efficaces, beaucoup plus efficaces que les logiques basées sur la peur. Et que, par exemple, l'auto-efficacité est un prédicteur de deux fois plus fort de changement de comportement que la peur. Ou que, et là j'ai ma note que je ne vois plus, et même l'entretien motivationnel va être 72 à 75% plus efficace que les conseils classiques. Et oui, mais on est beaucoup dans la transmission d'informations et de conseils classiques encore maintenant. Donc quelques exemples de leviers qui vont pouvoir avoir un impact positif sur l'empowerment. Alors je ne parle pas de la participation citoyenne habitante, puisque ça du coup ça a été développé ce matin. C'est ça, hein? Oui, mais du coup dans la mobilisation vous avez parlé, j'imagine, de la participation ou pas? Bon, en tout cas, je ne l'ai pas, du coup, je ne l'ai pas pris, mais en tout cas, on sait que la question de la participation est un élément fort en termes de renforcement de l'empowerment, du pouvoir d'agir. Après, il y a des conditions aussi pour que cette participation, elle soit véritablement positive. Vous avez un très bon dossier documentaire qui a été fait par Promotion Santé Île-de-France sur la participation des habitants et des usagers, voilà, qui est vraiment très intéressant. Et qui explore un petit peu les conditions nécessaires pour que la participation fonctionne bien et qu'elle soit effective. Mais du coup, moi, je vais vous parler plutôt de la question donc, des leviers qui sont fortement mis en avant actuellement. Donc, les compétences psychosociales, c'est devenu un enjeu de santé national. On en parle partout, tout le temps, pour tout. Alors, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, la question des compétences psychosociales. Du coup, je vous ai repris un petit peu des éléments. Donc, ça date des années 70. Hein. Ça a été travaillé suite à l'échec des campagnes de prévention, notamment des addictions. Et puis, en 1993, il y a une définition qui a été définie qui disait que les compétences psychosociales, c'est la capacité d'une personne à répondre avec efficacité. Alors, c'est... D'accord ? Parce que moi, ça bouge. Alors, on recommence la petite manip. Oui. Donc, c'est la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est une traduction de l'anglo-saxon. Hein. Parce que, bon, efficacité, tout ça. Et c'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif. Alors, quand on dit approprié et positif, ce n'est pas forcément en référence à des normes sociales et des normes attendues. C'est qui ne me nuit pas et qui ne nuit pas aux autres. Mais c'est pour ça que c'est important, quand on travaille sur les compétences psychosociales, de bien définir son cadre éthique. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux, c'est des gens qui appliquent bien sagement ce qu'on leur dit de faire? Ou est-ce que j'ai plutôt une approche liée à l'éducation populaire qui vise à renforcer le pouvoir d'agir des personnes, à ce qu'elles puissent du coup avoir un regard critique, à s'exprimer et à faire des choix? Et on sait que les jeunes qui réfléchissent, les gens qui réfléchissent, c'est plus compliqué à contrôler quand ils votent. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin parce que c'est enregistré. Ça, c'était en 1993, donc on avait une certaine classification. Et puis, il y a eu tout un travail de revue de la littérature qui a été fait, etc. Et en 2022, Santé publique France a sorti un référentiel
sur les compétences psychosociales, hein, où du coup il précise que les compétences psychosociales sont un ensemble de compétences, alors sociales, émotionnelles et cognitives, qui ont pour objectif d'améliorer la relation à soi et aux autres. Donc, oui, ça a bougé. Donc ces trois compétences, hein, donc tout ce qui est cognitif, ça va impliquer les activités mentales, émotionnelles, tout ce qui est de l'ordre du processus affectif. On en parle beaucoup d'éducation émotionnelle, y compris du coup maintenant en santé environnementale, puisqu'on parle de plus en plus des éco-émotions. Il y a des guides qui sortent, il y a des documents qui sortent là-dessus. Là, mes collègues documentalistes ont fait un essentiel sur les éco-émotions. Je vous mettrai le lien, je vous donnerai le lien pour que vous passiez. Donc ça, c'est plutôt, voilà, ça me concerne moi, c'est de l'intrapersonnel. Et puis les compétences sociales, c'est tout ce qui va être de l'ordre des comportements, et là, on va être sur de l'interpersonnel. Alors, très rapidement, parce qu'on ne va pas le revoir, c'est le détail des différentes compétences que l'on peut retrouver. Ça, vous aurez le diaporama, donc du coup, je le passe vite. Mais qui sont... Parce que chaque groupe de compétences a des sous-catégories qui elles-mêmes ont des sous-compétences. Donc on arrive à un certain nombre de compétences. Et puis, du coup, comme ça travaille de plus en plus, ça interroge la question des compétences psychosociales, je crois que j'ai fait une faute, et la santé environnementale. Quel est son impact? Dans ce que l'on a pu voir, c'est que ça permet, alors gérer, c'est un terme dont je ne suis pas hyper fan, mais ça peut du coup permettre de faire un peu avec son éco-anxiété, et plus largement avec les éco-émotions. Ça va renforcer le sentiment d'efficacité face aux enjeux environnementaux. Ça va améliorer la prise de décision face aux risques. Cela va développer les stratégies d'adaptation au changement climatique, puisqu'on va aussi parler de plus en plus des compétences d'adaptation et des stratégies d'adaptation. Ça va favoriser la coopération pour l'action collective. Ça va également réduire les mécanismes de déni et transformer la sidération en capacité d'agir concrète sur son environnement de vie. Donc, au début, les compétences psychosociales, c'était vraiment axé sur les addictions. On s'est rendu compte que ça agissait finalement sur l'ensemble des conduites à risque, santé sexuelle, violence, sécurité routière, etc. Et puis après, on s'est rendu compte que ça avait aussi un impact très positif sur tout ce qui était sur un facteur protecteur et du coup sur la santé mentale. Et on se rend compte de plus en plus que finalement, ça agit dans d'autres champs que les champs où on était habituellement. Donc c'est un levier important et on trouve de plus en plus de guides pédagogiques mais du coup plutôt sur des approches individuelles, des approches éducatives, mais on trouve de plus en plus de guides pédagogiques sur compétences psychosociales et santé environnementale. Voilà. Vous avez l'ARA, Auvergne-Rhône-Alpes, oui, c'est ça, qui a fait un document, un programme basé sur un kit. Il y a la Bretagne également qui a fait un guide sur comment le rapport à la nature et être dehors va renforcer les compétences psychosociales. Tous ces guides sont téléchargeables. Donc du coup, si vous tapez compétences psychosociales, santé environnementale, vous allez tomber dessus. Donc on en trouve de plus en plus. Nous, là, on met en place une formation sur les éco-émotions. Donc là, on est plutôt basé autour de l'éducation émotionnelle. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence à émerger de plus en plus. Et c'est pas plus mal parce qu'on est sur des facteurs protecteurs. Après, on est plutôt sur des approches dites formelles du travail sur les CPS. En fait, quand on dit qu'on travaille de manière formelle sur une compétence psychosociale, c'est comme quand on va à la muscu. C'est-à-dire que j'identifie une compétence, je comprends à quoi elle va me servir dans la vie de tous les jours, donc je lui donne du sens. De même que quand je vais à la muscu, par exemple, tiens, j'ai mal au dos, on me dit que mes dorsaux ne sont pas suffisamment développés par rapport à mes abdos, donc il faut que je renforce mes dorsaux. Donc j'ai identifié le muscle et je sais pourquoi je dois le travailler. Je fais des exercices d'entraînement. Donc là, quand je fais de la muscu, je vais, je sais pas quoi, faire les positions où je vais lever le torse, les jambes, machin, qui vont renforcer mes dorsaux. Sur les compétences, pareil, on va avoir des activités expérientielles qui vont permettre de s'essayer à la compétence psychosociale, mais on l'a ciblée. Et puis après, on va débriefer. Alors, quand on fait de la muscu, des fois, on va débriefer tout seul. Oh là, c'était dur, ça a été violent, là, je me sens vidé, machin. Et puis, sur les compétences, ça a été pareil, ça a été difficile, facile, est-ce que ça a été agréable, désagréable, pourquoi, qu'est-ce qui fait, comment j'ai vécu l'expérience. Et après, c'est comment, dans la vie de tous les jours, je peux la réinterroger. Mais agir sur les compétences psychosociales, c'est aussi agir sur les environnements
pour le moment, dans la plupart des programmes que l'on voit, santé environnement, CPS, on est quand même plutôt sur des approches formelles autour des CPS. Ensuite, il y a un autre enjeu de santé publique je ne sais pas si on vous en a un petit peu parlé, la littératie en santé, parce que notre pouvoir d'agir, il va aussi, donc c'est notre capacité, c'est notre motivation, c'est l'impulsion et l'énergie dans lequel on se situe, c'est les environnements, est-ce qu'ils me permettent ou pas de pouvoir aussi exercer mon pouvoir d'agir, mais c'est aussi à un moment avoir une information éclairée. C'est-à-dire, si je n'ai pas un accès à l'information, du coup, ça va être un petit peu bancal, quoi. Donc la question, c'est comment on fait pour transférer une information qui va favoriser le pouvoir d'agir des personnes. La plupart du temps, on transfère une information, un modèle un petit peu descendant, comme je peux faire là actuellement. On sait que l'impact est quand même très limité. La question des brochures... Non, j'ai cru que j'avais bougé. La question des brochures... alors, je ne sais pas si quand on vous donne des brochures, si vous les gardez, si vous les relisez ou si elles finissent à la poubelle. Hein, pour la plupart, elles finissaient à la poubelle. Enfin, moi, en tout cas, clairement... J'ai rencontré une personne qui savait exactement où étaient ses brochures. C'était quelqu'un qui était dans ce centre doc. On va dire que c'est une déformation professionnelle. Mais en tout cas, voilà, la question de la littératie en santé, j'ai mis un L en trop. C'est véritablement un enjeu actuellement au niveau mondial, hein, puisque là, je n'ai pas les chiffres, mais les chiffres sont assez catastrophiques. Hein. Là, il y a eu une étude récente sur la littératie en général. Alors, on parle beaucoup de littératie en santé dans le cadre des maladies chroniques. En population générale, un petit peu moins. Mais la dernière étude qui a eu lieu, dans laquelle la France a fait partie, a montré que près de la moitié de la population interrogée adulte n'avait pas un niveau suffisant de littératie en santé pour pouvoir faire des choix éclairés. On se rend compte que c'est une épidémie mondiale, en fait, hein, et que la France n'est pas très, très bien placée. Donc la littératie en santé, ce n'est pas une nouvelle technique de com', hein, parce que quand on fait la formation, souvent on a des gens qui viennent et qui nous disent « Alors, je voudrais apprendre à mieux communiquer ». Ok, mais ce n'est pas ça, la littératie en santé. La littératie en santé, c'est finalement la connaissance, la motivation et les compétences d'une personne pour accéder, comprendre, évaluer et appliquer l'information sur la santé afin de porter des jugements et de prendre des décisions dans la vie quotidienne. Et que ce soit sur le soin, la prévention, la promotion de la santé. Donc du coup, des mots importants, c'est la connaissance, la motivation, la compétence. C'est est-ce que je connais déjà, est-ce que je me rends compte que j'ai un besoin d'information? Est-ce que je sais où je peux la trouver? Est-ce que je suis motivée à aller la chercher? Voilà. Des fois, on n'est pas motivé à lire une brochure. Est-ce que, du coup, j'ai les compétences pour comprendre le document, aller chercher sur Internet, etc. Et surtout, ce qui est important à comprendre, c'est l'enjeu, c'est un processus. C'est j'accède, je comprends, j'évalue et j'applique une information. Pour qu'une information, elle soit utilisée et utile, en fait, on va passer par ces 4 processus-là, par ces 4 composantes-là. Et ça va nous permettre de faire ces fameux choix éclairés qui sont si chers à la promotion de la santé. Alors, il y a plein de définitions. Hein. Ça, c'est une définition qui a fait l'objet d'un travail de consensus et qu'on retrouve dans la plupart des cas. Donc, c'est vraiment un enjeu fort. Hein. Par exemple, on se rend compte que la plupart des personnes sont perdues dans le système de santé. Il y en a qui parlaient tout à l'heure des CMEI. Les CMEI, ça vient encore complexifier un système de santé. Mais c'est quoi ce truc? À quoi ça sert? Comment ça se passe? Mais est-ce que je dois payer? Est-ce que je ne dois pas payer? Est-ce que du coup, c'est moi qui sollicite ou c'est le médecin qui doit me faire la prescription? Donc du coup, finalement, je suis un petit peu perdue. Alors, c'est peut-être que la personne qui en a parlé, ouais. Tout le monde a entendu? C'est... Donc la littératie en santé, ce qui est important, c'est de dire que ce n'est pas juste une capacité individuelle, c'est vraiment quelque chose qui a une double composante. C'est d'une part nos habiletés individuelles, nos compétences individuelles, dans lesquelles on va retrouver les compétences psychosociales, par exemple, la résolution de problèmes, la pensée critique, la lecture de documents. Alors, la littératie en santé, contrairement à la littératie que l'on retrouve plutôt quand on travaille sur le FLE, donc le français langue étrangère et compagnie, la littératie, initialement, c'était les textes écrits. La littératie en santé, elle interroge tout système de communication, tous les médias. Donc que ce soit l'écrit, l'oral, l'audio, etc. quoi. Mais la littératie en santé, c'est aussi de comment j'évolue dans un environnement, dans un contexte
qui est complexe. Parce que du coup, plus j'évolue dans un contexte qui est complexe, et plus ça va impacter de manière négative ma littération en santé. On l'a beaucoup vu, là encore, sur la Covid, parce que c'était un moment où on a vu une explosion d'infographies qui visait à rendre plus facile la compréhension des consignes. Et moi, je me souviens, par exemple, d'une infographie sur... Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les recommandations, c'était si vous allez faire vos courses, vous devez laisser vos courses à l'extérieur, vous devez sortir les chaussures, il fallait laisser s'aérer, machin, il fallait que ce soit une autre personne qui vous ouvre la porte. Enfin bon, bref, il y avait tout un système de façon à éviter que le virus ne rentre chez vous pas. Et ben, j'ai vu des infographies où quand on le lit, on se dit mais moi, si je vis toute seule, comment je fais? Alors certes, je comprenais bien, mais ce n'était pas applicable à moi. Et c'est là où, du coup, on est sur une multitude d'informations qui rendent, du coup, l'environnement dans lequel on vit complexe, quoi. Et voilà. Et du coup, si on regarde nos quatre composantes, et ben, cette fameuse information-là que je comprends, et je me dis, mais en fait, elle ne peut pas s'adresser à moi. Elle ne me concerne pas. Et en santé environnementale, on est sur les mêmes enjeux. Quand on vous parle de tri des déchets, quand on vous parle d'isolation, comment on appelle ça, de pouvoir énergétique de vos bâtiments, de rénovation, de se chauffer avec des foyers fermés, par exemple, pour éviter les particules fines. Oui, ok, mais si ça ne correspond pas à mon mode de vie, si je n'ai pas les moyens pour investir dans un foyer fermé, du coup, je vais considérer que l'information ne peut pas s'appliquer à moi, donc je ne vais pas la retenir et je ne l'utiliserai pas. Ça, on avait pas mal vu à un moment, quand on parlait d'économie d'énergie, vous savez, les articles, enfin les appareils AAA. Et on disait, non, mais c'est super simple, en fait, de faire des économies d'énergie. Il suffit d'avoir des appareils AAA. Ouais, mais si on me donne un frigidaire qui est C, parce que je n'ai pas les moyens d'en acheter un, je ne vais peut-être pas le refuser, quoi. Donc ça veut dire quoi? Que du coup, je suis de mauvaise personne, et que du coup, je ne suis pas dans la norme, et je suis un obstacle au progrès. Enfin, du coup, ça impacte négativement la perception des personnes. Donc cette question de la littératie en santé, c'est un enjeu qui n'est pas à ignorer. En France, ce n'est pas encore inscrit dans la loi de santé publique. Il y a des pays qui l'ont déjà inscrit. Donc par exemple, typiquement, sur ça, il n'y a pas vraiment de financement pour financer des programmes sur la littératie en santé. On n'a pas encore suffisamment de recul sur la question des actions probantes. On va avoir des données probantes qui vont nous permettre de construire des programmes, mais il n'y a pas encore vraiment d'actions probantes sur la littératie en santé. On va en trouver peut-être quelques-unes par rapport à l'ETP, mais on forme de plus en plus, parce que dans la vie de tous les jours, je suis exposée à une information qui va concerner tous les champs de la santé, y compris la santé environnementale. Comment je comprends la question climatique? Comment je comprends les informations, les statistiques? Comment je comprends les consignes que l'on me donne, les enjeux? Ça, c'est des éléments qui sont importants. Par exemple, il y avait sur l'EIS de l'île de Noirmoutier, donc évaluation d'impact sur la santé de l'île de Noirmoutier, c'était une EIS sur le PAPI. Alors, je ne me souviens plus exactement de tous les sigles, mais en gros, le PAPI, c'est le plan de prévention inondation. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, Noirmoutier, c'est un petit peu une île qui aura de l'eau. On sait que d'ici quelques années, il n'y aura plus d'île, ou très peu. Dans ce qu'ils ont évalué, ils ont pu identifier effectivement que la manière dont on allait informer les gens sur les risques d'inondation et sur les mesures à mettre en place, et de vraiment renforcer leur niveau de littératie en santé environnementale, allait avoir un impact positif sur leur pouvoir d'agir et sur le fait de pouvoir mettre en place ce qu'il fallait en termes de solidarité et aussi de sécurité, de mise en sécurité des personnes. Pardon, je me suis éloignée, du coup vous n'entendez plus. Donc c'est pas anodin parce qu'en permanence on diffuse l'information, quoi. Après, on est peu formé encore sur cette question de comment je prends en compte le niveau de littératie en santé des personnes, parce que ça ne se voit pas sur votre tête. Parce que la littératie en santé des personnes, elle est fortement influencée par les éléments de contexte. Moi, par exemple, quand je vais chez le médecin, bon, on va dire, je travaille dans la promotion de la santé, c'est un sujet qu'a priori je connais, même si mon niveau de bio, c'était une fois la vie. Mais quand je vais chez le médecin et que j'en sors, et je vais à la pharmacie pour prendre mes médicaments, et qu'elle me dit « Alors, il vous a dit quoi, le médecin ?» Et bien là, il y a un grand moment de vide, parce que je lui dis « Écoutez, je ne sais plus, voilà votre ordonnance. » Ça, les études ont montré que les personnes qui, lors d'une consultation chez un médecin, retiennent très très peu d'informations, voire ont l'impression d'avoir compris, mais n'ont rien compris,
ou alors ont complètement oublié ce qui s'est dit. Donc il y a un enjeu, y compris dans les champs de la santé environnementale. Et du coup, on parle aussi de littératie en santé environnementale ou de littératie environnementale, mais là, c'est plutôt des travaux anglo-saxons qui sont là-dessus. En France, on n'y est pas encore trop. Et pourquoi la littératie en santé est un enjeu par rapport à la question du pouvoir d'agir? Eh bien, c'est que finalement, c'est un levier intermédiaire d'action qui va agir sur la réduction des inégalités. C'est un médiateur, un modérateur qui va faciliter finalement l'action sur les déterminants de la santé. Et ce que l'on constate, c'est que les personnes qui ont un meilleur niveau de littératie en santé vont avoir un meilleur usage des différents services de santé, y compris les services de santé environnementaux. Et que du coup, ça va avoir des impacts en termes de coûts de santé. Ils vont avoir de meilleurs comportements de santé. Ils vont mieux adhérer aux campagnes de prévention, aux campagnes de dépistage, etc. Ils vont, du coup, ça a des impacts intéressants en termes de résultats en santé. En termes de participation, ce qui a été constaté, c'est que le niveau de littératie en santé des personnes, plus il est haut, plus elles vont participer à des espaces de démocratie. Et donc, ça va là aussi renforcer leur pouvoir d'agir. Et puis, qu'il y a un enjeu aussi d'équité, puisque quand on agit sur la littératie, et notamment, si je reviens là, si on agit sur l'adaptation des supports, par exemple, ça s'adresse à tout le monde, ça concerne tout le monde, et ça va permettre de s'inscrire dans le temps. Voilà un petit peu sur la question de la littératie en santé. Un autre levier d'action qui est intéressant, c'est l'animation territoriale. Puisque du coup, là, on était plutôt sur la question du pouvoir d'agir des individus, même si on peut se dire que parfois on peut être sur la question des collectifs, des groupes. Mais l'animation territoriale est un enjeu aussi fort en termes de pouvoir d'agir des communautés et des institutions, comme par exemple les contrats locaux de santé, les plans alimentaires de territoire, mais ça peut être aussi sur les plans climat, air, énergie. Il y a une multitude de plans. On se perd un petit peu dans les plans. Mais ça va beaucoup dépendre aussi de la gouvernance de l'animation territoriale. Ça va dépendre de comment est-ce qu'elle est faite. Quand on est sur une animation territoriale qui est vraiment dans une approche un petit peu horizontale, qui va vraiment travailler en transversal, là, on va avoir des impacts importants. Donc, par exemple, ça va favoriser l'approche participative et la co-construction. Ça va développer des capacités locales, parce que du coup, le fait d'être dans des co-constructions et de réfléchir de manière croisée, ça va aussi faire monter notre niveau de compétences et de connaissances sur des sujets. On le voit sur la santé environnementale, dans certains contrats locaux de santé, il y a souvent des axes santé-environnementaux, alors, qui vont être aussi quand même fortement encadrés par les enjeux politiques locaux, il ne faut pas se leurrer, mais en tout cas, ça vient, et ça vient de plus en plus. Depuis le temps, je vois qu'il y a quand même une vraie progression. Ça permet de développer les capacités locales, ça permet de décloisonner professionnellement. Tout à l'heure, on a parlé de la difficulté à travailler avec, par exemple, les vétérinaires quand on est issu de la santé humaine. Le contrat local de santé du PNR Médoc, donc du Parc naturel régional Médoc, vient de signer son nouveau contrat local de santé. Et dans les signataires, il y a l'ordre des vétérinaires. C'est-à-dire que là, du coup, ça y est, ils vont travailler avec eux. Alors, par la porte d'entrée, une seule santé. Et de plus en plus de CLS commencent à avoir cet enjeu autour d'une seule santé. La question de l'intersectorialité, de la gouvernance partagée, voilà, le fait d'avoir un comité de pilotage, le fait de se dire que ce n'est pas que les élus du territoire qui décident ou que l'ARS parce qu'elle finance, mais de se dire, voilà, donc là, ça dépend beaucoup de comment on fait vivre son comité de pilotage aussi. Donc c'est vraiment, ça renvoie tout ce qui est de l'ordre de la coordination. L'ancrage territorial, la proximité, qui vont permettre de mieux s'approprier les enjeux. Alors là, du coup, ça vient parfois un petit peu en contradiction, parce que l'ancrage territorial, la proximité, permet de co-construire des réponses qui sont issues du terrain. Là-dessus, on peut se baser sur les données probantes. Mais la question de l'arrivée des programmes probants dans ce contexte-là est un peu plus compliquée, parce que parfois, il ne va pas forcément répondre aux solutions qui ont été identifiées par les acteurs. Parfois oui, parfois non. Donc c'est la montée en compétences, ça on l'a dit, les changements de pratiques institutionnelles, puisque du coup le fait de collaborer, etc., permet de faire... Et puis des partenariats renforcés entre le public, le privé et l'associatif. Et donc tous ces éléments-là vont effectivement permettre de renforcer le pouvoir d'agir des collectivités. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut voir, c'est-à-dire on a maintenant de plus en plus, au fur et à mesure des CLS, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui collaborent dans les CLS, je sais que certains, mais en fonction de vraiment la gouvernance qui est mise en place, ça fait vraiment monter en compétence l'ensemble des acteurs et du coup leur capacité d'action.
Par exemple, alors moi je travaille beaucoup avec le CLS du Médoc, Haute-Gironde, Grand-Libournais et Barval, en Gironde. Et sur le Médoc, ils se sont mis comme enjeu transversal de développer la question du plaidoyer. Là, du coup, ça y est, ils l'ont inscrit. Et puis, sur le portage des actions, ils sont en train de réfléchir, de se dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une espèce de pilotage, même si ce n'est pas un portage opérationnel, mais de pilotage avec à chaque fois un élu qui puisse être un peu référent aussi de certaines grosses actions structurantes, de façon à ce qu'il y ait un vrai portage politique et que ça infuse davantage. Alors là, très rapidement, juste 2 petits exemples d'actions, parce qu'il y a tellement d'exemples d'actions. Là, je vais vous présenter le projet Ma santé, pas qu'une question d'inculture, agir sur une littératie en santé dans le Médoc. Donc initialement, ce n'était pas un projet sur la santé environnementale, c'était un projet qui visait vraiment à agir sur le niveau de littératie en santé des populations vulnérables, mais ça s'est appliqué sur les enjeux santé environnementaux du territoire, puisque c'était un enjeu fort pour un PNR. Donc c'était parti d'un constat que des acteurs, que les personnes finalement avaient du mal à adhérer aux campagnes, ne les comprenaient pas, ne les voyaient pas, participaient peu. 2 minutes? D'accord. Hyper vite. Donc l'idée... Hop. Les photos. L'idée en fait, ça a été d'abord d'une part de former les acteurs sur la question de la littératie en santé pour qu'ils changent leur modification en posture, et puis avec un collectif d'habitants qui était issu donc d'un GEM. GEM, groupement d'entraide mutuelle, c'est des groupements d'autosupport pour les personnes avec un handicap mental plutôt, épicerie sociale, apprenants, etc. C'était de se dire comment est-ce qu'on peut développer et créer un support d'information sur la santé environnementale à destination de l'ensemble des Médocains. Et donc il y a eu tout un travail qui a été fait, et donc le choix, et là ça a été... Ils ont été associés à toutes les étapes, c'est-à-dire quel type d'information, quel type de support. Donc ils ont retenu le calendrier, parce que du coup, un calendrier, on l'accroche, l'information est disponible tout le temps, on ne le jette pas comme une brochure. Et puis surtout, un élément fort, ça a été, il faut qu'on puisse écrire les rendez-vous sur le calendrier, autrement ça ne servira à rien. On a travaillé sur la sélection d'informations, etc. Et ce que l'on a pu voir, donc il n'y a pas eu d'évaluation formelle, à part une évaluation classique d'un projet, c'est que quand les personnes qui ont participé à l'écriture du calendrier ont présenté le calendrier à des élus, à des tiers-lieux, parce que du coup c'était lors d'une journée, la première journée du parc naturel, eh bien il y a eu un sentiment de confiance de plus en plus important au fur et à mesure de la journée. Elles étaient reconnues dans leur expertise, elles affirmaient des modifications qu'elles avaient pu faire, elles ont changé des comportements, et du coup on a vraiment vu un impact important par rapport à ce groupe de personnes-là, quoi. Et puis les personnes qui ont le calendrier, l'information est pertinente. À chaque fois, ce qui ressort, c'est l'information est pertinente, elle est compréhensible, elle est utile. Et en plus, on peut marquer les rendez-vous sur le calendrier. Voilà, on ne pensait pas que c'était à ce point-là, mais... Un autre programme, c'est le programme JAFA. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Il est plutôt... Ouais. Hein? Oui. Guadeloupe et... non. Et oui. Enfin, et du coup, c'est un programme qui a été mis en place suite à la pollution des sols par rapport à la chlordécone, avec les bananiers. Et donc là, on se retrouve avec une population qui n'a pas forcément les moyens d'acheter en grande surface, parce que quand même c'est relativement cher, mais qui en même temps, si elle cultive dans un sol pollué. Et donc, c'est comment on peut faire pour, du coup, améliorer la situation et développer les compétences des personnes. Donc, c'est un programme qui existe depuis quand même plusieurs années, qui est fortement soutenu par l'ARS. Pardon ? Non, pardon. C'est un programme qui, effectivement, existe depuis quelques années, qui est porté par les promotions santé locales, avec le soutien fort de l'ARS, Guadeloupe et Martinique. Ça a bougé ? Ouais. Et donc, du coup, c'est un programme qui a vraiment différentes actions, de l'information, des diagnostics gratuits, des tests, un suivi personnalisé, donc ce n'est pas que du collectif, des ateliers pratiques en agronomie, en jardinage, en comment aussi on peut adapter les bonnes pratiques et réduire les risques d'exposition quand on cuisine, sur l'accompagnement des familles par rapport à l'adoption de comportements alimentaires, des techniques culturelles, etc. Donc, on est vraiment sur un programme qui vise... plein de stratégies, plein de leviers d'action, et qui vise véritablement à développer le pouvoir d'agir des personnes. C'est une démarche qui est participative et qui favorise la co-construction, c'est-à-dire que tout est co-construit, y compris les supports d'information, qui va développer les compétences et l'autonomie,
qui va favoriser la prise de décision et la transformation sociale, puisque concrètement, il y a plein de choses qui vont bouger, qui va favoriser, je l'ai mis 2 fois, et qui va aussi agir sur la justice sociale et la santé communautaire. Et j'arrête là, j'ai fini.